Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième vidéo sur la rédaction technique. Son objectif est de nous faire réfléchir à la manière dont nous apprenons pour examiner dans un deuxième temps celle dont nous transmettons, afin de déterminer dans un troisième temps ce qui doit figurer dans un guide utilisateur. Je crois que malheureusement, la plupart d'entre nous conservent au moins un souvenir douloureux d'un professeur qui les a découragés, voire dégoûtés d'une matière, que ce soit le sport, les maths, l'anglais, le français, la musique ou une autre matière. Est-ce qu'on apprend dans la douleur? Est-ce qu'on apprend malgré tout? Cette photo est pour moi une illustration de ce malgré tout, malgré les conditions d'apprentissage inadaptées. À la question, est-ce que l'apprentissage à l'entonnoir, qui consiste à déverser des connaissances comme si les apprenants étaient des récipients, sans se poser de questions sur leur capacité d'assimilation, est le moyen le plus efficace d'enseigner? Vous répondrez évidemment non, parce que la question est brutale. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et pourtant, certaines vieilles idées sur l'apprentissage, plus insidieuses, sont tenaces, et nous allons essayer d'en identifier certaines, parce que celles-ci nous gênent pour fournir de meilleures documentations utilisateurs. Ce qui est compliqué doit-il être synonyme de difficile à comprendre? Il est certain que notre monde est complexe et que nos technologies le sont aussi, mais elles ne sont pas là pour rester hors d'atteinte. Dans son discours de la méthode, Descartes conseille en présence d'une difficulté de la diviser en tâches élémentaires plus simples qu'on sait résoudre. Ceci pour dire que la démarche de vulgarisation ne date pas d'hier. Un produit complexe doit être simple à utiliser et donc à documenter. Si la documentation s'avère très complexe, le produit est probablement mal conçu. Est-il obligatoire d'apprendre comme on accouche, dans la douleur? Cette idée de la douleur comme point de passage nécessaire me semble faux et lié au point suivant qui en est l'application à l'apprentissage animal, le fouet, dont le pendant était le martinet ou la baguette, comme pilier de l'apprentissage. Plus personne ne soutient l'apprentissage à la baguette ou à la badine, mais on continue à penser que l'apprentissage doit être lié à un effort intense, et dans certains cas, comme nos classes préparatoires, on met en place des systèmes volontairement difficiles à des fins de sélection. Nous sommes donc en présence d'une attitude culturelle qui existe, qui est partagée et qui est perpétrée sans qu'elle soit remise en question. Elle influe sans aucun doute sur notre manière de penser puisqu'elle fait partie de notre système éducatif. En quoi, par exemple, prépa médecine permet-elle de sélectionner des candidats qui seront de bons médecins? Quel est le rapport entre avoir une mémoire d'éléphant et être capable d'empathie pour ses patients, qualité pourtant appréciable quand on est médecin? Pourquoi parler de ceci? Parce que dans la documentation technique, on rencontre quotidiennement des résistances à fournir des informations simples à appréhender, sous le prétexte que la technologie documentée est complexe. Je voudrais donc souligner que l'origine de cette réticence à faire simple est dans cet héritage culturel de nécessaire douleur dans lequel nous baignons. Ceci sera d'autant plus vrai si les personnes qui valident notre documentation sont issues de grandes écoles ou de préparations qui les ont fait souffrir. Leur produit étant complexe, il leur semble légitime que notre documentation le soit aussi. La logique du client est tout autre. Le produit dont il a besoin est complexe et puissant, mais il souhaite que ce produit lui simplifie la vie. Son utilisation doit donc être simple et lui apporter un effet de levier au quotidien. Voici un argument de plus pour que ce soit le client et non l'ingénieur qui valide la documentation utilisateur. Pour revenir à l'apprentissage, dans certains cas, la danse il y a 30 ans ou le sport de haut niveau encore aujourd'hui dans certains pays, l'apprentissage a pu s'apparenter au dressage. Or, on sait maintenant que les animaux apprennent beaucoup mieux et beaucoup plus efficacement par la gratification. C'est ce qui se pratique pour le dressage des chiens d'aveugle ou des chiens d'avalanche, ou les nouvelles approches de dressage des chevaux. Utilisons donc cette prise de conscience également pour l'éducation humaine. Cette vidéo n'a pas pour vocation de vouloir faire changer notre système éducatif, elle s'intéresse aux manières dont nous apprenons, pour mieux identifier les moyens de transmettre efficacement, parce que les notices que nous rédigeons ont un objectif d'information et de formation. Elle s'y intéresse également pour pouvoir argumenter sur l'efficacité de ces approches, parce que dès qu'on parle d'approches ludiques, illustrées ou vidéo, on risque d'être soupçonné de manquer de sérieux encore aujourd'hui. C'est culturel, mais c'est présent et c'est fortement ancré dans les esprits. J'aimerais ajouter encore deux autres éléments. Le premier sur le mouvement. L'étude des personnes qui apprennent différemment nous en apprend en retour beaucoup sur la manière dont nous apprenons. On sépare habituellement l'activité intellectuelle de l'activité physique. C'est un fait culturel également. Or, certains enfants ont besoin de bouger pour se concentrer et canaliser leur trop-plein d'énergie. Personnellement, je travaille debout car je supporte mal d'être assis et je ressens le besoin d'être légèrement en mouvement pour réfléchir. Je réfléchis mieux quand je me promène. D'ailleurs, de nombreuses personnes marchent
quand elles utilisent leur téléphone portable. Je vais vous fournir un dernier exemple du lien qui existe entre l'activité musculaire et l'état de veille intellectuelle. Quand j'étudiais l'interprétation consécutive à l'université, on nous a appris à prendre des notes pour réussir à nous rappeler d'à peu près un quart d'heure de discours avant de le retransmettre dans une autre langue. Étrangement, nos professeurs nous ont dit qu'il n'existait pas de technique universelle de prise de notes. Et chacun de nous a pu expérimenter cette étrange gymnastique de prise de notes où il est d'ailleurs totalement impossible de comprendre les notes d'un autre. Certains notaient peu, d'autres utilisaient des symboles, d'autres encore faisaient des traits ou des dessins. Le seul point commun était une activité musculaire matérialisée par le trait du stylo sur la feuille, qui, déroulé dans l'autre sens, faisait reparcourir la logique du discours, mais uniquement à la personne qui avait pris ses notes. Je constate dans mes ateliers que le fait que les étudiants se déplacent augmente leur concentration et leur implication, et évidemment améliore les échanges d'informations entre eux et le niveau de qualité du travail de chacun. Ceci pour dire que l'expérimentation est essentielle dans l'apprentissage et que cette expérimentation a une composante musculaire. Dernier élément, l'écoute passive. Je perçois l'apprentissage comme beaucoup plus efficace quand je peux poser des questions. En tant que formateur, je trouve d'ailleurs mon travail plus facile quand je reçois des retours sur ce que je dis. Une courte interruption peut permettre de bien mieux adapter le message. La question de l'adaptation et des retours est donc importante au niveau documentaire. Nous en reparlerons dans la dernière partie. Ceci nous amène également au test. Il est indispensable de mettre en place une approche systématique des retours du public cible. Il ne suffit pas de dire qu'on souhaite faire une documentation orientée utilisateur, il est nécessaire et absolument nécessaire de mettre en place certains mécanismes qui le permettent. Je vous propose maintenant une deuxième photo, à mon avis beaucoup plus sereine et plus représentative de la formation telle que nous la concevons aujourd'hui. Ceci grâce aux avancées de la recherche dans les sciences cognitives, dans les approches heuristiques, dans les représentations par carte mentale, dans ce que l'on appelait l'audiovisuel il y a 40 ans et qui s'est encore élargi avec ce qui s'appelle maintenant le multimédia, depuis déjà au moins 20 ans. Les apports de l'image, du son, de l'image animée et de l'interaction par l'expérimentation, réalité virtuelle ou augmentée, sont considérables. Il existe beaucoup de textes théoriques sur l'apprentissage qui ont été formalisés par les neurosciences. Je ne rentrerai pas dans le détail théorique, je n'en suis pas un spécialiste. Je citerai juste certains concepts qui me semblent particulièrement pertinents, facilitateurs pour la rédaction technique, qui contribuent elles aussi à la transmission de connaissances. Plusieurs mécanismes sont impliqués dans l'apprentissage, qui sont représentés de manière différente selon les auteurs ou les écoles. Je souhaite juste souligner le fait que notre vision de l'apprentissage est un sujet très politique parce qu'elle concerne la place de l'individu dans la société et que cette place, nous l'apprenons à l'école. Nos enseignants nous apprennent non seulement des savoirs, mais aussi des modes d'interaction sociale. Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, on lui enseigne également la manière de le transmettre. Nous apportons la forme et en même temps le fond. Ce n'était qu'une remarque. Certaines approches fonctionnent bien. L'attention portée à l'apprenant pour lui indiquer qu'il est sur le bon chemin. L'encouragement des apprenants qui ont réussi un exercice. Alors, cette gratification peut être un bon point, une bonne note, un compliment devant les autres, etc. Notons que la même chose en négatif est désastreuse sur le plan d'efficacité et décourage l'apprentissage. Nous apprenons par analogie avec des choses connues, les connaissances partagées, le cadre conceptuel connu. Nous apprenons principalement par observation et imitation. C'est une caractéristique qui ne s'applique d'ailleurs pas uniquement à l'homme. Nous apprenons par apport extérieur quand nous avons besoin de cette information. La mémorisation d'une information purement théorique ou apportée au mauvais moment est assez faible. Nous apprenons efficacement par la manipulation et l'expérimentation. On dit aussi par essai et erreur. Nous assimilons les connaissances en mémoire de manière différente selon notre expérience et notre mode d'apprentissage, en prenant des notes, en dessinant, etc. Il est important de s'approprier les nouvelles connaissances, quelle que soit la manière dont on le fait. Nous ancrons les connaissances acquises en les retransmettant. Nous pouvons agir sur tous ces éléments dans nos processus de production de documents utilisateurs. Certains éléments facilitateurs dans les guides sont bien connus. Il s'agit des éléments de navigation
qui sont bien rodés depuis le temps que l'impression existe, c'est-à-dire depuis Gutenberg. Dans un guide utilisateur, la fonction d'orientation est fournie de manière indirecte en proposant plusieurs voies d'accès à l'information pour que tout le monde puisse trouver son parcours. Je parle là des tables des matières, index, zone de recherche pour les documents HTML ou de type aide en ligne. De plus, le guide parle la même langue que l'utilisateur. Il faut évidemment utiliser la bonne terminologie. Et il explique les termes inconnus, les nouveaux termes. Il donne souvent accès à un chapitre de résolution des pannes et à un chapitre de réponse aux questions. Le guide présente également le contexte, qui doit être familier à l'utilisateur pour le rassurer sur ce dont il s'agit. Les signes de progression sont fournis en proposant des points de repère, comme la réaction du système, qui permettent de savoir que tout fonctionne comme prévu. Le recours au test de la documentation et les divers canaux de retour client procurent également une interactivité différée, puisque nous ne sommes pas en présence des personnes qui lisent le manuel. La gratification est fournie également de manière indirecte en proposant un guide qui fonctionne bien, qui remplit son usage, qui répond aux questions, qui donne les bonnes instructions. Voilà. Nous parlons là de l'efficacité du guide, qui est mesurable. Les médias permettant l'imitation sont les images et surtout les vidéos, dont la richesse en termes d'informations contextuelles fournies est considérable. La réalité virtuelle et la réalité augmentée contribuent évidemment de manière considérable à l'efficacité de l'apprentissage. Il est possible de stimuler la mémorisation si des zones de prise de notes sont prévues dans le guide, ce qui est assez peu fréquent finalement. La manipulation et l'expérimentation sont encouragées par la fourniture de scénarios et d'exercices pratiques complets, voire d'ateliers complets, qui peuvent être déroulés en session de formation. Enfin, un forum en ligne devrait être proposé pour stimuler les échanges d'expériences afin de valider et d'ancrer les savoir-faire les plus pertinents. Et je termine par le plan de cette intervention, somme toute assez simple. Nous sommes partis d'une réflexion sur la manière dont nous apprenons pour réfléchir aux manières de transmettre avant d'aboutir à une synthèse des éléments constitutifs d'un guide utilisateur, qu'il soit connu depuis longtemps ou en train de se dessiner, comme le test systématique des guides, les vidéos, les scénarios d'atelier, les forums, la réalité augmentée, et j'en passe. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.